De quel côté vous considérez Emmanuel Macron? Du côté des totalitaires ou des antitotalitaires? Non, je pense que heureusement, je ne classe pas les gens selon êtes-vous totalitaire ou antitotalitaire, mais je note que nos sociétés, au-delà des uns et des autres, évidemment, il y a un processus qui est à l'œuvre dans les sociétés occidentales qui me semble assez inquiétant, qu'on voit en Amérique du Nord, comme on le voit en Europe occidentale, où sans s'en rendre compte, quelquefois au nom de la démocratie libérale, se multiplient des mesures liberticides, des mesures inquiétantes, des mesures qui, encore une fois, prétendant sauver la démocratie libérale, entraînent quelquefois une suspension de la liberté d'expression, entraînent une négation de la souveraineté populaire. Alors, ayant tout ça à l'esprit, j'accuse évidemment personne. Je dis seulement que ce processus doit être nommé, d'autant qu'il a tendance à être invisible à notre esprit. Je pose la question parce que c'était le débat qu'on avait un peu avec Guillaume Roquette tout à l'heure, à propos, par exemple, des manifestations pro-palestiniennes. Ouais. Il y a eu un certain nombre d'interdictions qui ont été faites. Est-ce que ça pose pas quoi qu'on pense du conflit israélo-palestinien, quoi qu'on pense des personnes qui manifestent lors de ces manifestations, est-ce que, quoi qu'on pense même des risques a priori de l'ordre public, est-ce qu'il n'y a pas un problème de liberté publique? Je crois. De ce point de vue, je suis assez... vous savez, moi, je suis un maximaliste de la liberté d'expression. Et je préfère une société qui accepte, qui tolère des propos, même insupportables pour nous, davantage qu'une société qui, au nom du principe de précaution, multiplie les interdictions. D'autant qu'on a vu ces derniers mois, en France, mais pas seulement, des événements, des colloques, des conférences, des manifestations interdites, chaque fois sous le prétexte de danger pour l'ordre public. Et ce que je constate aujourd'hui, il y a la question des manifestations, donc moi, pour autant je suis profondément hostile de toutes les côté, on ne va pas laisser les gens complètement casser les vitrines. C'est pas la même chose. Il y a une manifestation, pour peu qu'elle soit encadrée, c'est une chose. Ensuite, s'il y a effectivement un débordement pour l'ordre public, si on s'en prend aux biens, si on s'en prend aux personnes, alors là, il faut intervenir. Mais les manifestations, même désagréables, devraient être tolérées dans nos sociétés. Mathieu Bock-Côté, est-ce que vous n'êtes pas un peu parano, je vais même lâcher le gros mot, un peu complotiste? Je vous cite, ou plus exactement, je cite le grand dissident soviétique Alexandre Zinoviev, que vous citez dès le début de votre livre. Il n'existe pas formellement un centre d'où seraient dirigés les médias, mais dans les faits, ceux-ci fonctionnent exactement comme s'ils recevaient leurs instructions d'une direction centrale, telle que le comité central du PC de l'Union soviétique. Il y a là une sorte de main invisible qui n'a pratiquement jamais été étudiée de manière rationnelle. Alors, vous noterez bien que je ne fais pas mien ce propos. Ce que je fais, c'est que je retrace dans les premières pages du livre ce constat qui émerge à partir du début des années 90, en fait. Ce constat qui émerge où on se demande un peu partout, chez d'anciens dissidents soviétiques passés à l'Ouest, ils se disent, est-ce que ce qu'on nommait le totalitarisme à l'Est, est-ce qu'il n'est pas en train de se recomposer à l'Ouest? Ils avaient perdu leur ennemi, ils ont perdu leur ennemi chez eux, ils ne cherchaient pas chez les autres? Je ne crois pas, je crois qu'ils ont plutôt identifié, ils ont cherché à identifier, je pense à Solzhenitsyn, je pense, vous avez nommé Zinoviev, mais je pourrais en nommer d'autres, par exemple Raphaël Enthoven en France qui parle de Little Brother, c'est-à-dire un clin d'œil à Big Brother, la figure d'Orwell. Raphaël Enthoven qui n'est pas suspect, à ce que j'en sais, on ne peut pas suspecter de complotisme ou de quoi que ce soit. Qui n'était pas un grand dissident soviétique. Ah non, ce que j'entends par là, c'est qu'une intuition apparaît et qui est de plus en plus documentée, conceptualisée, théorisée. La tentation totalitaire, inscrite dans la matrice de la modernité, se réactive. Alors là, je cite Zinoviev, j'en cite d'autres. Je ne partage pas chacun des diagnostics posés. Je dis simplement que la question du totalitarisme, certains, au début des années 90, disent elle n'est pas fermée, elle se recompose. Ouais, et même dès la fin des années 70, dans le discours de Harvard pour Solzhenitsyn. Bien sûr. C'est intéressant, Zinoviev, parce que c'est lui qui disait que même si l'URSS disparaissait, il le disait du temps de l'URSS, même si l'URSS disparaissait sans que les soviétiques le sachent, il continuerait à vivre comme dans un État totalitaire. Est-ce que le problème du totalitarisme, je pose la question au lecteur d'Hannah Arendt que vous êtes, c'est pas aussi dans la tête des gens, c'est qu'on n'est pas là, il n'y a pas une acceptation finalement dans les populations, monsieur le sociologue, du totalitarisme. Je poserais la chose un peu autrement. Je dirais que nos sociétés sont conditionnées, structurées par un ensemble d'institutions. Ça va de soi, sinon c'est pas une société. Or, qu'est-ce qu'on voit de plus en plus? C'est que les techniques de conditionnement, les discours de conditionnement de la population, au nom de différentes raisons, qui peuvent être tout à la fois la santé publique, qui peuvent être la nécessité de faire la promotion de la tolérance, la promotion de l'ouverture, la promotion de la diversité. Un discours de conditionnement qui pousse chacun à répéter toujours les mêmes slogans en fonction des mêmes exigences
exigences idéologiques. Ça, on le voit de plus en plus dans nos sociétés. Et on se comprend bien. Je pense que ceux qui dirigent nos sociétés ne sont pas à conspirer de je ne sais quelle manière pour soumettre nos sociétés à un agenda terrifiant. Il n'y a pas de main invisible. Bien sûr que non. Ce que je dis toutefois, c'est qu'il y a des processus historiques. Des processus historiques qu'on peine à comprendre. Le processus qu'on peine à comprendre ici, lequel est-ce? C'est ce que j'appelle la tentation. Juste un clin d'œil à Revel, la tentation totalitaire qui est encodée dans la modernité. Qu'est-ce que j'entends par là? Je le résume de manière simple. La modernité a voulu décrocher le paradis du ciel pour le réaliser en notre monde. Alors, c'est cette idée, tout simplement, ce sont les religions politiques dont parlait Aron, dont parlait Arendt, dont parlaient d'autres. Marxisme, le communisme, donc marxisme, nazisme, exactement, qui disent globalement, il y a une révélation nouvelle dans l'histoire. Cette révélation, c'était le marxisme pour un temps. Ensuite, aujourd'hui, c'est la révélation diversitaire. Si vous suivez cette révélation, il y aura la préhistoire, l'histoire de l'homme aliéné, de l'homme dominé, et l'histoire majusculaire accomplie, l'homme désaliéné, libre, vivant sous le signe de l'utopie, c'est-à-dire la société parfaite. Or, si vous avez, et ça on touche la question centrale, si vous êtes devant des gens qui ont la conviction d'avoir une doctrine parfaite, conjuguant le juste, le vrai, le bien, le beau, eh bien, l'adversaire, qui est censé émanciper l'humanité, dis-je, l'adversaire n'est plus pensé comme un adversaire, c'est vu comme un ennemi de l'humanité. Au mieux, on cherchera à le faire taire. Au pire, ça c'est le 20e siècle, on cherche à le faire disparaître de toutes les manières possibles. Et aujourd'hui, je constate chez plusieurs la tentation de pénaliser, de criminaliser les discours dissidents en les assimilant à une catégorie aujourd'hui qui est la haine. La haine, qui est la catégorie par laquelle on cherche aujourd'hui à faire taire tout désaccord avec la nouvelle étape de la modernité. Vous allez me faire le livre tout de suite là. Je vais vous poser quelques questions. Juste une question. Donc vous parlez de totalitarisme sans goulag. C'est intéressant. Vous dites sans goulag, pourtant tout votre livre se termine, sans le spoiler, sur justement tout ce qui est liberticide dans ces méthodes. Qu'est-ce qui, d'abord, pour vous, qu'est-ce qui le caractérise et qu'est-ce qui le différencie des totalitarismes qu'on a connus jusqu'à présent? Alors, tout est dans le titre, si je peux me permettre. C'est-à-dire, effectivement, le goulag, cette espèce de système répressif, concentrationnaire, atroce dans l'histoire, il n'est pas en train de se réaliser. Donc il y a pas c'est un totalitarisme sans camp de détention. Mais ça, c'est le moins qu'on puisse dire. S'il faut le préciser, je le précise. Ouais. Évidemment, et on n'est pas du côté non plus de l'autre totalitarisme du XXe siècle, exterminationniste et tout ça. C'est pas de ce dont on parle. Ce dont je parle, c'est la volonté, finalement, et c'est ce que Miloš appelait l'idéocratie, de soumettre la société à une idée qui se présente comme une évidence absolue, que je vois quant à moi comme une révélation et quelle est cette évidence absolue? Aujourd'hui, l'évidence absolue, c'est l'idéal diversitaire. C'est-à-dire, nos sociétés seraient fondamentalement portés ou traversés par des systèmes discriminatoires, l'hétérosexisme, le racisme, et là, faites la liste de tous le capacitisme, le validisme, faites la liste de tous les systèmes dont on nous parle aujourd'hui, et il faudrait les faire tomber pour permettre aux minorités longtemps refoulées, dominées, discriminées, piétinées, d'émerger dans l'histoire, et si on fait tomber, et là, évidemment, ça s'incarne dans un visage, le visage de l'homme mauvais, c'est l'homme occidental qu'il faut faire tomber et déconstruire toujours pour permettre à la diversité d'éclore librement. Alors, ce qui est une vision, si je peux me permettre, paranoïaque de l'histoire. Et vous, d'ailleurs, ce qui est très passionnant dans votre livre, c'est que vous me pointez chez des personnes qui passent leur temps à dénoncer le complotisme, eh bien des comportements complotistes. Ah ben ça, c'est fascinant. C'est ce qu'on pourrait appeler le conspirationnisme chic. Premier élément. Le conspirationnisme autorisé, comme dit notre confrère Adrien Matou. Exactement. Donc le conspirationnisme autorisé ou chic, c'est cette idée, par exemple, on va nous dire, prenez aujourd'hui la montée du populisme en Occident, ce qu'on appelle comme tel, à tort ou à raison, national-conservatisme, populisme. On va nous dire tout ça est le fruit, en fait, de quelques hommes, des intellectuels qu'on va présenter comme des polémistes, de quelques hommes, quelques milliardaires, quelques politiques, qui agiteraient les peurs, qui susciteraient dans la population des peurs pour les conduire aujourd'hui à un projet politique fondamentalement dans leur esprit autoritaire, liberticide et même totalitaire. Ça, c'est Et là, autrement dit, on n'est pas... La question de l'immigration, c'est un bon exemple. Pourquoi parle-t-on de l'immigration en France aujourd'hui? Parce que l'immigration massive cause des problèmes, déstructure des quartiers, déstructure des territoires, pose la question de l'existence même de nos peuples qui se demandent est-ce que notre identité va se maintenir? Non, parce que quelques personnes, comme le disait récemment un ancien responsable socialiste, quelques responsables dans l'espace public, quelques chroniqueurs, quelques éditorialistes joueraient avec la peur de l'immigration. Donc, c'est une forme de conspirationnisme chic, mais autorisé, qui s'exprime souvent d'ailleurs dans le langage des sciences sociales, qui sont aujourd'hui aussi scientifiques qu'elles l'étaient sous le règne du marxisme. Ouais. Il y a une question qui est très intéressante dans votre livre, on ne peut pas tout voir, mais vous pointez
ce que vous appelez l'extrême centrisme. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est cette tentation aujourd'hui pour sauver la démocratie. Hein, c'est le discours, on dit la démocratie est menacée par le populisme, elle est menacée par l'identité. Et bien, c'est cette idée que les élites, entre guillemets, doivent aujourd'hui se replier dans les institutions de la démocratie en disant nous sommes seules gardiennes de la démocratie, seules gardiennes de l'état de droit, seules gardiennes de l'intérêt public, et le peuple est d'aujourd'hui l'ennemi de la démocratie. Et cet extrême centre, entre guillemets, a tendance à confisquer, à vouloir s'approprier les institutions de la démocratie libérale et à dire que le plus grand ennemi de la démocratie aujourd'hui, c'est le peuple. C'est une hypothèse étonnante. Par exemple, le Conseil d'État, les organisations, enfin, ou les institutions juridiques. Bon, on peut aller plus loin que le Conseil d'État. Regardez partout dans le monde occidental aujourd'hui ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la formule est un peu vague, mais les cours suprêmes. Ouais. Les cours suprêmes ne se contentent pas de faire un contrôle de constitutionnalité classique. On pouvait l'entendre très bien. Elles se sont donné un pouvoir immense, donc elles se prétendent se substituer aux politiques. On le voit de plus en plus. Elles veulent le neutraliser, l'encadrer de telle manière qu'il soit réduit à une fonction gestionnaire, et elles prétendent aujourd'hui être des institutions qui définissent normativement nos sociétés. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont pas démocratiques. Alors ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et là, on est devant une forme de despotisme éclairé, mais sans lumière. C'est assez particulier. Donc, reste le despotisme. Et je crois qu'effectivement, à travers le pouvoir des cours suprêmes, entre guillemets, aujourd'hui, ce n'est pas l'état de droit. L'état de droit, j'y suis favorable comme nous tous. Ce n'est pas l'état de droit qu'on défend, c'est le gouvernement des juges qui, aujourd'hui, opère un transfert de souveraineté dans l'État du pouvoir des élus au pouvoir des non-élus surplombants. Quand on vous lit, il y a une question. Alors, il y a plein de choses intéressantes. On ne va pas pouvoir toutes les voir, mais c'est pour ça qu'il faut lire votre livre, notamment. Vous dites, la meilleure façon de disqualifier quelqu'un aujourd'hui, c'est de dire il est d'extrême droite, sans forcément qu'il le soit. Mais alors, j'ajoute, sans forcément qu'il le soit, mais je retourne toujours la question. Et que voudrait dire l'être? Parce que je suis à la recherche d'une définition minimalement convaincante de l'extrême droite, et je ne la trouve pas. Ce que je constate... Vous l'avez donné dans votre livre. Allez-y. Vous dites dans votre livre qu'il y a une position géographique, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver un corpus doctrinal. Et plus encore, la position géographique présuppose la légitimité du clivage gauche-droite tel que la gauche le pose. Alors moi, ce que je note simplement, c'est quand on accuse quelqu'un d'être d'extrême droite. Qu'entendons-nous par là? Et la définition, donc j'en viens presque de manière un peu moqueuse à dire l'extrême droite, finalement, c'est la part de la droite qui ne se soumet pas aux dictats, aux exigences morales de la gauche, et dès lors, elle est extrême droitisée. La gauche nomme extrême droite la part de la droite qu'elle veut chasser de la vie publique. Et ensuite, si vous cherchez un contenu, parce qu'encore une fois, vous me direz, oui, mais d'accord, le totalitarisme raciste, on peut le nommer comme tel, mais quand on met dans la même catégorie le totalitarisme raciste, donc le nazisme, mais vous ajoutez les régimes autoritaires chrétiens du XXe siècle. Mais vous ajoutez Marine Le Pen, et vous ajoutez Éric Zemmour, mais vous ajoutez aussi Fabien Roussel, qui s'est fait doriotiser par Jean-Luc Mélenchon. Vous rappelez une formule qui est fascinante, je n'avais pas vu, qui était l'extrême droite de la gauche? Oui, bien sûr. Alors, oui, parce qu'on voit, que finalement, le concept d'extrême... Et rappelez-vous, à l'époque, les trotskistes étaient accusés d'être l'extrême droite, aussi de l'extrême gauche. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que ce concept, on ne peut pas identifier son noyau ni descriptif ni doctrinal. Et d'ailleurs, c'est pas un détail. Le terme extrême droite est utilisé pour décrier, et non pas pour décrire. Trouvez-moi une personne qui se revendique de l'extrême droite, et je commencerai à trouver ça intéressant. Ce concept, dans les faits, ne correspond à aucune réalité, on pourrait dire, scientifique, ou dont la description serait pertinente. Ces extrémistes que vous dénoncez, des extrémistes centristes, ils n'aiment pas l'extrême droite. C'est le cercle de la raison. Cher Alain Minc, ils aiment les institutions européennes, ils sont très, et les médias sont leurs vecteurs, on l'entend bien. Mais ces gens-là, ils n'aiment pas, et on le voit bien, on l'a bien vu cette semaine, ils n'aiment pas l'extrême gauche non plus. Alors, c'est particulier. Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, on parle désormais des extrêmes. Les extrêmes, c'est le terme nouveau qui s'est imposé. Je note toutefois qu'il y a une hiérarchie des extrêmes. Pourquoi? Parce que ce qu'on reproche à l'extrême gauche, entre guillemets, si on utilise ce terme, c'est finalement ses méthodes. Ses méthodes, mais pas nécessairement, on dit que ce sont des idéaux dévoyés. Ce qu'on reproche, entre guillemets, à l'extrême droite, c'est la nature même de son existence. Mais je repose la question. Qu'entend-on par là? Je reviens. Si on parvient à établir une définition minimalement consensuelle de ce concept, on fera progresser le débat public et même la connaissance scientifique. Nous n'y sommes pas. Je vous donne 10 secondes, parce que ça, c'est passionnant dans votre livre. Vous dites également qu'il y a une dimension culturelle et une dimension esthétique dans ce totalitarisme au niveau de la laideur. Ah oui, bien sûr. Non, mais puisque le monde d'hier doit être congédié, il s'agit d'en inverser les codes. On le voit aujourd'hui avec l'art contemporain, on le voit avec l'architecture qui défigure nos villes, on le voit avec la survalorisation de la laideur, même dans le monde de la mode, quelquefois. Rappelez-vous, je le dis à la manière d'un clin d'œil final,
ce type qui a défilé, je crois, à New York ou à Londres avec un sac de poubelle sur lui, et tout le monde trouvait ça tout à fait normal qu'il défile ainsi, jusqu'à ce que la sécurité le chasse, sinon il cadrait bien avec le défilé. Mathieu Bock-Côté, lui, n'a jamais de sac poubelle. C'est le Québécois le plus élégant. Certains disent il est canadien. Mathieu, il vous dira, il est québécois. Le totalitarisme, et il l'explique dans ce livre d'ailleurs, et la défense, il prend la défense encore de son cher peuple québécois. Le totalitarisme sans le goulag, c'est une cure d'altitude mentale. D'abord, c'est une interpellation, c'est une fête de l'intelligence aussi, et des concepts. Et bien sûr, un cri d'alerte. Mathieu Bock-Côté, c'est son dernier livre, c'est aux presses de la Cité, et vous serez aussi présent. Je le rappelle, Salle Gaveau pour les rencontres du Figaro, c'est le 10 janvier prochain. Les inscriptions sont ouvertes, et le livre est bien évidemment à lire.